Alors, cette séance, normalement, théoriquement, c'est la dernière séance du module gestion de la maintenance industrielle. Et si vous aurez du temps dans votre emploi du temps de la semaine juste après les vacances, on peut avoir 1 heure et demie ou même 3 heures pour une structuration du cours. Mais a priori, c'est la dernière séance et elle sera consacrée pour reprendre quelques notions. Je peux pas reprendre toute la séance, mais les grandes lignes de la dernière séance des 3 heures en présentiel de la semaine dernière et continuer sur la notion d'analyse de coût. Comme je vous ai dit, la deuxième partie sera pour une présentation de vos camarades sur la documentation du service maintenance et une structuration de ma part. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin de la séance. En ce qui concerne l'analyse de coût, ce que nous avons surtout dit, c'est les points suivants. Nous allons, le plan de la séance, je l'ai déjà énoncé. La première partie des séances sera une restructuration des notions du cours sur l'analyse des coûts de maintenance ou les calculs de coûts de maintenance. Et on va continuer avec les exercices que nous avons déjà commencé la semaine dernière. Ce que nous avons appelé coûts de maintenance, c'est tout ce qui est dépensé pour intervenir dans le service maintenance, elle a tout ce que nous perdons lorsqu'on intervient en termes de production. Donc, le coût de maintenance font partie des coûts globaux de la production. Et là, on distingue deux types de coûts de maintenance. Des coûts directs liés directement aux dépenses visibles, claires, liées à la maintenance, et des coûts indirects qui sont considérés comme des coûts conséquences d'une insuffisance de maintenance ou d'une mauvaise planification de la maintenance. Ces deux coûts sont intégrés dans le coût global de maintenance et on va détailler par la suite ces deux types de coûts directs et indirects. Donc, c'est une remarque qui met en œuvre l'importance de la maintenance pour avoir une bonne production ou une production continue avec une bonne qualité. On ne peut avoir une bonne production avec une bonne qualité et une bonne quantité que si nous avons une bonne, efficace maintenance de l'outil de production. L'année, on a le cas particulier de l'outil de production, mais dans le cas général de tout ce qu'on a appelé parc matériel. Tout ce qui est outil de production ou matériel de production, matériel périphérique à la production et même les infrastructures. Nous avons lié aussi la notion de coût de maintenance à quelques notions de comptabilité, en particulier la notion de plan comptable qui englobe surtout la notion d'amortissement de ce qu'on a appelé les biens ou encore les immobilisations. Ce qui nous concerne pour les calculs des coûts de maintenance sont principalement l'amortissement des équipements de production. Qu'est-ce qu'on a appelé amortissement? C'est une perte de valeur ou bien une dévalorisation, une dépréciation du bien au cours du temps, que ce soit ce bien est exploité ou en arrêt. Et de là, ça vient l'importance de calculer l'amortissement de tout bien lié à la production. Importance par rapport au service maintenance. Nous devons, pour chaque équipement, en particulier de production, définir ce qu'on appelle un plan d'amortissement. Ce plan est généralement défini au préalable, c'est-à-dire dès l'achat du matériel, dès l'achat de l'équipement de production. C'est fixé par le fournisseur, par le constructeur et c'est lié à une durée de vie probable. Cette durée de vie est liée à la nature des équipements, liée aux matériaux, liée à la conception, liée à l'utilisation, au mode d'utilisation, à la nature de la production automatisée ou manuelle, etc. Donc, la durée de vie probable, c'est le critère qui détermine la période totale de l'amortissement. Et chaque année, ce bien va être dévalorisé selon un modèle. Ce modèle peut être linéaire, qui est le modèle le plus simple, ou non. Et là, nous avons cité deux modèles, un modèle linéaire et un modèle qui n'est pas totalement linéaire, qu'on a appelé modèle dégressif. Nous avons
considéré dans le TD que nous avons corrigé en classe. Nous avons considéré tout d'abord un exemple sur le modèle linéaire et nous avons calculé le taux d'amortissement qui est calculé en divisant 1 par la période d'amortissement. Dans l'exemple, nous avons pris T, grand T, qui est la période d'amortissement égale à 3. Donc, le taux d'amortissement, il est égal à 1 tiers. Puis, on calcule la valeur d'amortissement. Comment on calcule la valeur d'amortissement? Pour le modèle linéaire, on multiplie la valeur d'acquisition du bien par le taux d'amortissement. Et pour chaque année, on calcule ce qu'on appelle la valeur résiduelle, c'est-à-dire la valeur du bien à la fin de l'année courante après avoir retranché la valeur d'amortissement. Et à la fin de la dernière année d'amortissement, le bien aura une valeur comptable égale à 0. Ici, je vais vous rappeler de la remarque qui insiste sur la prise en considération du mois d'acquisition du bien. Et là, nous devons prendre en considération la période effective de séjour du bien dans l'entreprise. C'est-à-dire, dans notre exemple, le bien, il est acquis à la fin du mois d'avril. Donc, pour la première année, il a passé 8 mois dans l'entreprise. Et donc, la valeur d'amortissement de la première année sera liée à la période de 8 mois et sera calculée selon la notion de ce qu'on a appelé prorata, en particulier de 12 mois, et la valeur d'amortissement de la première année N sera calculée comme étant valeur d'acquisition fois taux d'amortissement fois 8, la période de séjour, divisé par 12, la période de référence qui est l'année. Et nous devons compléter cette année N, le reste du nombre de mois de cette année, à la quatrième année dans ce cas, en ajoutant les 4 mois qui manquent à l'année, la première année. Et je vous rappelle ici des notions que vous connaissez certainement, que l'année, elle est composée de 12 mois, 360 ou 365 jours et 52 semaines. Il faut toujours se rappeler de ça parce que ce sont les paramètres qu'on utilise pour le calcul des amortissements et des coûts dans le cas général. Même des indicateurs de performance de production aussi. Vous allez voir ça dans le deuxième semestre. Pour le deuxième modèle que nous avons considéré, on l'appelle généralement le modèle dégressif. Et là, nous avons 2 périodes et 2 taux. Un taux linéaire et un taux dégressif qui est obtenu en multipliant le taux linéaire par ce qu'on a appelé coefficient financier, et ce coefficient dépend du nombre total d'années d'amortissement qui doit, selon ce modèle, être compris entre 3 et 20 ans. La différence principale, il y a 2 différences principales du modèle dégressif par rapport au modèle linéaire. La première différence, c'est que l'amortissement se fait selon 2 modèles. La première partie de la période d'amortissement suit un modèle dégressif. La deuxième partie suit un modèle linéaire. Comment on décide la limite entre les années pour le modèle dégressif et le modèle linéaire? C'est en comparant pour chaque année le taux dégressif qui est fixe et le taux linéaire considéré en prenant uniquement le nombre d'années restant. Et donc, on commence le modèle linéaire pour la deuxième partie de la période d'amortissement à partir du moment où le taux linéaire devient strictement supérieur au taux dégressif et on prend ce taux linéaire pour le reste des années. La deuxième différence qui est très importante, c'est que pour la partie où on considère un taux dégressif, la valeur d'amortissement est calculée par rapport aux valeurs résiduelles de l'année précédente. La valeur d'amortissement de l'année N est calculée sur la base de la valeur résiduelle de l'année N-1. Ce sont les 2 différences principales entre le modèle linéaire et le modèle dégressif. Nous avons dit que le modèle dégressif est plus descriptif de l'état réel de dégradation du bien. À la fin de la dernière année d'amortissement, dans l'exemple que nous avons traité, c'est 5 ans, à la fin de la 5e année,
Tout comme le modèle linéaire, le bien doit avoir une valeur égale à 0. Il y a bien d'autres modèles qu'on peut considérer, mais nous avons uniquement présenté un exemple pour la linéarité et un exemple pour l'amortissement non linéaire. Revenons maintenant au coût direct de maintenance. Il y a une différence assez importante entre le calcul des coûts directs de la maintenance préventive et corrective. La différence principale, c'est par rapport aux coûts indirects, mais aussi pour les coûts directs, on peut définir quelques différences. Ici, vous avez quelques exemples de ce qu'on peut considérer comme coût direct et vous voyez ici que on doit même calculer les dépenses de la main-d'œuvre maintenance, bien sûr, les dépenses de frais généraux du service maintenance, tels que, par exemple, l'amortissement des bâtiments, tels que les locations des locaux, etc. Des dépenses externalisées si nous avons, par exemple, un contrat de maintenance ou une sous-traitance. Et les dépenses de consommation liées au stockage des pièces de rechange ou l'approvisionnement des pièces de rechange. C'est généralement ce qu'on considère comme coût direct de la maintenance, que ce soit corrective ou préventive, mais dans l'exemple, nous avons considéré la maintenance corrective. Pour les coûts indirects, qu'on appelle aussi coûts d'indisponibilité, de perte de production, de non-maintenance ou ce qu'on a appelé aussi un manque à gagner, on peut comptabiliser. C'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive, c'est-à-dire selon l'étude de cas, on peut définir différents types de coûts. Et là, on cite par exemple le coût de perte de production, c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvions produire si nous avions une bonne maintenance, si dans le cas général, la production n'a pas été arrêtée. Et là, nous avions eu un exemple pour les deux études de cas que nous avons eues la semaine dernière, je vais vous le rappeler tout à l'heure. Les coûts de la main-d'œuvre production, dans le cas des coûts indirects inoccupés, parce que un employé dans le service production aura dans tous les cas son salaire. Même s'il n'y a pas de production, s'il est recruté, il doit recevoir son salaire. Et là, c'est un coût indirect de la maintenance corrective parce que la période d'arrêt n'est pas prévisible, n'a pas été prévue, si vous voulez. Troisième type de coût, c'est le coût d'amortissement du matériel que nous avons déjà décrit dans la partie amortissement. Donc, le coût d'amortissement doit être comptabilisé dans les coûts indirects de maintenance et le coût éventuel des rebuts non qualité dû, par exemple, à un arrêt brusque de la production qui a engendré des non-qualités ou bien peut-être aussi lié à date d'expiration de matières premières à cause de l'arrêt de production ou autre. On peut aussi considérer les coûts induits par les délais non tenus, tels que les indemnités si nous avons eu des retards de livraison et plein d'autres exemples qu'on peut considérer dépendamment de l'étude de cas. Pour la maintenance préventive, on doit faire la différence entre, bien sûr, systématique et conditionnel. Et là, nous avons les coûts directs qui sont calculés presque de la même manière, mais les coûts indirects sont différents. Par exemple, dans le cas de la maintenance systématique, dans le cas général, nous n'avons pas de coûts indirects parce que c'est déjà planifié. Pour le coût de la maintenance conditionnelle, on doit considérer la procédure de la prise de mesure, la préparation déjà de cette procédure, les investissements qui doivent être mis en œuvre parce que, comme vous le savez, la maintenance conditionnelle nécessite une infrastructure et une planification très importante et très coûteuse. Donc, on doit considérer, on doit faire attention si on est en train de calculer le coût de la maintenance préventive dans le cas de la maintenance systématique ou conditionnelle parce qu'il y a des différences. Il y a même, comme je vous ai dit la dernière semaine, il y a des équations avec des coefficients. Je vous épargne les calculs maintenant parce qu'on n'a pas, on va pas s'approfondir dans les calculs de coûts, mais dans le cas général, il y a des équations qui sont très détaillées, qui sont très spécifiques parfois même à l'entreprise elle-même et non pas uniquement à l'activité.
Mais ce qui est à retenir maintenant, c'est qu'il y a des équations bien particulières, que ce soit pour le calcul de la maintenance corrective des coûts de la maintenance corrective, préventive systématique ou conditionnelle. Et il faut retenir que dans le cas général, pour la maintenance systématique, nous n'avons pas de coûts indirects. Et pour la maintenance conditionnelle, nous avons des coûts supplémentaires pour les investissements assez coûteuses de surtout les appareils ou les instruments de contrôle et de mesure. Si on veut tracer maintenant une courbe qui va nous permettre de trouver la somme d'argent économique à dépenser pour avoir une maintenance optimale. Donc, on doit considérer deux cas extrêmes pour trouver un compromis ou bien une situation optimale. Nous devons considérer une maintenance excessive, c'est-à-dire très abondante, surabondante. Et la deuxième situation ou cas extrême, c'est d'avoir une maintenance sommative ou brève. Donc, ou bien une maintenance excessive ou bien une maintenance brève. Et là, pour les coûts totaux engendrés par la maintenance, on va considérer la main-d'œuvre, la matière première et matérielle, les interventions externes qu'on a appelées surtout externalisation, la sous-traitance, et on va considérer les coûts découlant d'une insuffisance de maintenance, c'est-à-dire les coûts de la non-production ou ce qu'on a appelé les manques à gagner, tels que les pénalités ou la somme d'argent qu'on pouvait gagner si nous avons vendu la quantité produite éventuellement. Pour tracer cette courbe-là, pour trouver cet optimum, on peut considérer le repère suivant, on va considérer les coûts en fonction du temps. Et là, nous avons les deux cas extrêmes que nous avons décrits tout à l'heure et nous avons ça. La courbe en rouge, c'est une dépense excessive pour les actions de maintenance préventive. Nous avons une dépense très importante, croissante dans le temps, c'est accumulé, le temps cumulé, c'est-à-dire les sommes sont cumulées au fur et à mesure, et nous avons une insuffisance de maintenance, elle a des coûts de non-maintenance. Et l'objectif de cette courbe-là, c'est de trouver un optimum, et puisqu'on parle de coût, l'optimum sera un coût minimal. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est de sommer les deux courbes et nous allons trouver la courbe représentant les coûts totaux de la maintenance. On peut faire ça point par point, la somme des deux courbes. Et à partir de cette courbe-là, on peut définir deux zones. Une première zone qui est appelée une zone d'insuffisance de maintenance, c'est-à-dire on n'a pas assez dépensé pour la maintenance préventive, et une zone excessive, de maintenance préventive excessive, où on a trop dépensé pour le service, pour la fonction maintenance. Qu'est-ce que ça veut dire trop dépenser? Si vous remarquez sur la courbe verte, la courbe des coûts totaux, si on prend deux temps, T1 et T2 ici, vous allez remarquer que pour un coût assez important, pour une différence assez importante entre le préventif et le correctif, nous avons un gain assez réduit. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple de la lubrification. Le constructeur m'indique qu'il faut lubrifier un engrenage hebdomadairement. Chaque semaine, je dois lubrifier une seule fois cet engrenage-là. Et moi, par souci de maintenance ou j'ai peur, par crainte que cet engrenage-là soit défaillant, je le lubrifie 3 fois par semaine. On appelle ça une maintenance excessive, c'est-à-dire pour un même rendement, je dépense plus d'argent, plus de produits de lubrification, de lubrifiant, la main-d'œuvre, peut-être un ralentissement de la production et autres. Donc, pour un même gain ou un gain comparable, je dépense plus de préventif.
Je peux, par exemple, mesurer pour la maintenance conditionnelle 5 fois, alors que je peux avoir un même résultat avec 2 mesures uniquement. On appelle ces situations, ces exemples de situations, une situation de maintenance préventive excessive. Entre ces deux cas limites, une insuffisance de maintenance préventive et une maintenance préventive excessive, on définit une zone optimale du niveau préventif. Donc, cette zone verte, c'est le coût optimal, c'est la zone du coût optimal qui est généralement comprise entre 30% de préventive et 60% de préventive du coût total de maintenance. Comment on peut décider entre 30, 40, 50 et 60? Ça dépend de la politique, ça dépend de la politique de l'entreprise pour la maintenance, bien sûr. Ça dépend de la nature des équipements, de l'âge des équipements, etc. Ce qui est à retenir, c'est que nous avons toujours un optimum pour la maintenance qu'on définit en sommant les coûts de la non-maintenance et des actions préventives. Le correctif, c'est dans les coûts de non-maintenance, bien sûr. Si je ne fais pas de préventif, je vais payer du correctif. Et aussi, la deuxième remarque qu'on peut tirer de cette courbe-là, c'est que si on fait trop de maintenance, ce n'est pas bien aussi. Donc, il faut trouver le compromis entre l'insuffisance et l'abondance ou avoir trop de préventif. Et ce qui est écrit ici, c'est on peut toujours trouver un optimum économique qui est ce point-là en particulier et l'intervalle dans le cas général. Et le deuxième point, c'est faire de la maintenance n'est pas uniquement du préventif. C'est-à-dire s'il y a du préventif, il faut que ce soit dans les normes, dans la théorie de la gestion de la maintenance entre 30 et 60% et non pas 100% des dépenses. Et on peut toujours trouver une zone optimale entre les deux situations. Revenons maintenant aux analyses des coûts en se basant sur les TD, les deux études de cas que je vous ai distribuées la dernière fois. Et je vais vous rappeler la correction du premier exercice et corriger le deuxième. Je vous rappelle le premier exercice, nous avons considéré une étude de cas où on a trop de données. On a même une redondance de données et parmi les objectifs de cet exercice-là, c'est de savoir que dans le cas réel, dans un atelier, vous allez toujours trouver des informations plus que vous en avez besoin. Et là, c'est votre rôle de sélectionner les informations nécessaires pour atteindre l'objectif que vous avez fixé. Ici, vous avez quoi comme données? Vous avez le nombre de pièces produites par heure, le temps d'ouverture hebdomadaire, le nombre de semaines, le coût horaire de la main-d'œuvre, production et maintenance, et le coût d'amortissement qui est égal dans ce cas à 76 euros par heure. Donc, lorsque je vous ai présenté l'exercice sur l'amortissement, nous avons calculé un amortissement annuel. Et nous avons le temps d'ouverture annuel, donc on peut diviser cet amortissement par le temps d'ouverture pour trouver le paramètre ou l'indicateur qui est généralement utilisé pour l'évaluation des amortissements, qui est un amortissement horaire, c'est-à-dire somme d'argent par heure utilisée pour l'évaluation des coûts indirects de maintenance. Et nous avons une marge bénéficiaire sur le produit égale à 0,04 euros par pièce. Et je vous rappelle que nous pouvons produire 240 pièces par heure. Sur le tableau, vous avez différentes opérations de maintenance préventive et corrective et nous avons dit que nous pouvons très bien déduire le type de maintenance à partir de ces modes décrits ici sans avoir besoin de cette colonne. Vous avez les durées, les temps d'arrêt, ce sont les mêmes parce que nous avons uniquement des temps d'intervention et nous n'avons pas de temps de préparation, mais dans le cas général, pour une intervention de maintenance, surtout corrective, nous avons un temps de préparation de l'intervention, un temps d'intervention et un temps de vérification ou de remise en service. Et
les dernières colonnes ici, vous avez des informations sur les coûts, coûts de la main-d'œuvre, coûts fournisseurs, pièces de rechange et le calcul des coûts totaux dans la dernière colonne. Et vous avez des questions, cette question pour calculer le coût horaire de non-production, le coût de la maintenance corrective, le coût de la maintenance préventive, le coût de la maintenance dans le cas général, temps de non-production, coût de non-production et coût de défaillance. Et là, les définitions des termes dépendent de ce que nous avons comme données. C'est-à-dire, par exemple, coût de défaillance dans ce cas, c'est le coût de la maintenance corrective. Dans le cas général, ça peut être coût total de la maintenance. Donc, ça dépend de la description de la situation, ça dépend des questions posées. Je reviens vers les réponses aux questions et je vous propose cette correction. Donc, la première question, calculer le coût et non pas taux, hein, coût de non-production. Et nous avons comme données ici quoi? Nous avons comme données que nous pouvons produire 240 pièces par heure et nous pouvons gagner 0,04 il est au 0,04 euros par pièce. Et le coût de la main-d'œuvre production, 632. Pour la non-production, on doit considérer le coût de la main-d'œuvre production et non pas maintenance. Donc, comment calculer le coût de non-production? Si on multiplie en 240 par 0,04, c'est ce qu'on pouvait gagner si nous n'avons pas eu d'arrêt de production, plus le coût de la main-d'œuvre production plus l'amortissement horaire, puisqu'on va calculer le coût horaire de non-production et là, ce sera en euros par heure. Et on écrit ici coût horaire de non-production ou bien ici 1 euro par heure. Et puis, pour calculer le coût de la maintenance ou des interventions correctives, il suffit de revenir au tableau pour sélectionner les interventions où on a une maintenance corrective ou bien tout simplement déterminer à partir de cette légende-là. De même pour la troisième question pour la maintenance préventive, c'est-à-dire sommer les différents coûts relatifs aux interventions préventives. La quatrième question, c'est calculer le coût de maintenance, c'est égal au coût de la maintenance préventive plus coût de la maintenance corrective. Le temps de non-production, c'est la somme des temps d'arrêt, égale à 6,2 heures. Le coût de non-production, c'est égal à la période ou le temps d'arrêt multiplié par le coût horaire de non-production. Et le coût de défaillance, c'est le coût de la maintenance corrective plus le coût de la non-production. Si nous avons à calculer le coût total de maintenance, ça sera coût de maintenance corrective plus coût de maintenance préventive plus coût de non-production. C'est le coût total de la maintenance dans les cas décrits. Là, pour le troisième exercice, donc nous avons déjà discuté le contenu, vous avez certainement lu l'énoncé, mais je vais quand même vous rappeler que l'objectif de cet exercice-là, c'est de choisir entre une maintenance préventive et une maintenance corrective. L'idée, c'est d'insister sur le fait que ce n'est pas toujours la maintenance préventive qui est la moins chère. Donc, on va considérer deux problèmes ici, deux problèmes différents, mais pour la même étude de cas. Donc, nous avons des données pour tout le cas et nous avons deux situations différentes divisées en problèmes 1 et 2. Et nous avons les mêmes calculs à faire. Nous allons commencer par calculer le coût d'une intervention corrective, calculer le coût annuel de la maintenance corrective, calculer le coût annuel de la maintenance préventive, comparer ces deux coûts et choisir le moins cher comme politique de maintenance. Pour la première partie de l'exercice, déjà nous avons des données générales sur le fonctionnement de cette entreprise-là. Et là, nous avons une entreprise de métallurgie lourde qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui est arrêtée pendant 3 mois en hiver, c'est-à-dire que le temps d'ouverture est égal à 9 mois et durant cette période d'arrêt, on a la maintenance préventive. Si nous avons
un arrêt pour panne. Le four doit être arrêté 6 heures avant l'intervention, puis on va intervenir, puis nous aurons besoin aussi de 6 autres heures pour le monter de chauffe. Et la première situation, c'est on va considérer ce four-là qui a besoin de 6 heures pour arrêter son fonctionnement et 6 heures pour reprendre le bon fonctionnement, qui est supporté par 60 galets et chaque galet, il est lié à par deux roulements à billes et le coût d'un roulement est égal à 80 euros. La défaillance ici, c'est par rapport au galet et l'exercice nous précise que si un galet est défectueux, la chaîne se bloque et on n'a plus d'alimentation, donc on considère que c'est une défaillance. Et comment on va réparer ce galet? En changeant les deux roulements à la fois. Cette intervention dure 1 heure. Nous avons ici aussi une information sur la durée de vie des roulements qui est égale à 20 000 heures et cette information sera utilisée pour calculer la périodicité des interventions préventives. Nous avons une donnée sur la valeur de lambda qui est égale à 2,5 pannes par an et le coût de l'arrêt de production qui est évalué à 500 euros par heure. L'intervention maintenance, la main-d'œuvre maintenance est estimée à 75 euros par heure. Et on va répondre aux questions. On va commencer par calculer le coût d'une intervention de maintenance corrective ou bien le coût annuel. Puis, on va calculer le coût annuel. On va calculer ce qu'on appelle le ratio de disponibilité qui est égal au temps effectif de travail divisé par le temps d'ouverture. On va calculer le coût d'une intervention préventive et le coût annuel des interventions systématiques. Préventive systématique, on va voir la différence tout à l'heure. On va commencer par la première question. On va calculer le coût annuel d'une intervention corrective. Qu'est-ce que ça veut dire une intervention corrective? C'est-à-dire réparer la panne, un galet défectueux. Selon cette description, la réparation de ce défaut-là revient à remplacer 2 roulements. La durée, c'est 1 heure. Le coût d'1 heure, c'est 75 euros. Et le coût d'un roulement, c'est égal à 80 euros. Et nous avons besoin de combien d'heures d'arrêt pour réparer une panne de galet? Nous avons besoin de combien d'heures d'arrêt? 13. 13. Très bien. Donc, le coût d'intervention corrective, on va commencer par calculer le coût d'une défaillance et multiplier par le nombre de défaillances. Le coût d'une défaillance, il est calculé en achetant, si vous voulez, 2 roulements, 80 euros le roulement. L'intervention dure 1 heure avec un coût horaire de 75 euros et nous avons besoin de 13 heures d'arrêt à coût de 500 euros l'heure. Donc, la somme de ces 3 éléments va nous donner le coût d'une défaillance et nous avons 2 défaillances et demie par an. Donc, si nous avons besoin de calculer le coût annuel de défaillance ou d'intervention corrective, nous allons multiplier, nous devons multiplier par 2,5 qui est le paramètre lambda dans ce cas. Et nous aurons le coût d'une intervention corrective annuelle de 16 837 euros par an. La deuxième question, nous demande de calculer le ratio de disponibilité. L'équation du ratio de disponibilité, c'est égal au temps effectif de disponibilité divisé par le temps d'ouverture. Le temps effectif de disponibilité, c'est égal au temps d'ouverture moins le temps d'arrêt. Dans notre cas, nous avons 2,5 défaillances et nous avons 13 heures d'arrêt par défaillance. Donc, le temps d'arrêt est égal à 2,5 fois 13. Le temps d'ouverture, donc nous avons dans la description que le four est arrêté pour 3 mois par an. Donc, nous avons un temps d'ouverture de 9 mois. Pour trouver le nombre d'heures pour être cohérent avec le numérateur, nous devons multiplier par 30, qui est le nombre de jours par mois, 9 mois, 30 jours par mois et 24 heures par jour. Et nous allons retrancher le temps d'arrêt du temps d'ouverture et diviser par le temps d'ouverture. Nous allons trouver un ratio de disponibilité de 0,995 à peu près.
Troisième question. On nous demande de calculer le coût d'une intervention systématique. Qu'est-ce qu'une intervention systématique telle que décrite? Que peut nous dire? Ça revient à quoi? D'effectuer une intervention préventive systématique. C'est-à-dire remplacer tous les roulements. Une intervention préventive systématique, c'est de remplacer tous les roulements, maintenir systématiquement tous les galets, c'est-à-dire remplacer tous les roulements. Et là, on doit commencer par calculer qu'est-ce qui va nous coûter de remplacer un seul roulement, de maintenir un seul galet, c'est-à-dire remplacer deux roulements, ça va nous coûter 80 fois 2 pour acheter les deux roulements, plus 75 € comme une heure d'intervention nécessaire pour le remplacement des deux roulements. Et nous avons 60 galets, c'est-à-dire on va multiplier ce coût par 60 et on va trouver 14 100 qui est le coût d'une intervention systématique et non pas le coût annuel de la maintenance préventive. Comment on calcule le coût annuel de la maintenance systématique? C'est en calculant la périodicité de remplacement des roulements. Cette périodicité est calculée à partir de la durée d'amortissement qui est dans ce cas égale à 20 000 heures. Donc, avant de calculer le coût annuel, on doit calculer ce qu'on appelle la fréquence de remplacement qui est égale à quoi? À la durée de vie des roulements divisée par le temps d'ouverture annuel. Dans notre cas, la durée de vie, c'est donné dans l'énoncé égal à 20 000 heures et on va la diviser par le temps d'ouverture annuel qui est 9 mois. Et là, puisqu'on parle d'amortissement, on doit considérer l'équation ou la formule que nous avons donnée pour le calcul d'amortissement. Donc, on va considérer que l'année est formée par 365 jours et que la durée ou le temps d'ouverture lié au four, c'est égal à 9 mois. C'est égal à 9 mois sur 12 mois. 9 mois par rapport à 12 et on travaille à base horaire puisque les 20 000 heures, c'est en heures bien sûr. On doit multiplier par 24 pour harmoniser les unités. Et on va trouver que la fréquence de remplacement, c'est égal à 3 ans. Donc, le temps d'ouverture, c'est égal 365 fois 24 et le prorata, c'est 9 sur 12 parce que le four, il fonctionne 9 mois sur 12 et on trouve que la fréquence de remplacement, c'est 3 ans. Le coût d'une intervention, c'est 14 100 et donc le coût annuel, comment on obtient le coût annuel? Si on a une intervention coûte 14 100 et on fait cette intervention tous les 3 ans, il suffit de faire quoi? Il suffit de diviser le coût d'une intervention par 3. On doit dépenser 14 100 toutes les 3 années. Donc, chaque année, c'est comme si je vais dépenser chaque année 4 700 €. Donc, le coût d'une intervention préventive annuelle, c'est égal à 4 700. Le coût d'une intervention corrective annuelle, c'est égal à 16 837. Quelle est l'intervention la moins chère? Quand même. أما أصغر 16 837 ou 4 700? Le préventif. Donc, le préventif, ça coûte moins cher. Donc, dans ce cas, on va adopter une politique de maintenance préventive. C'est-à-dire, ça va coûter moins cher de remplacer une fois toutes les 3 années tous les roulements, et ce, bien sûr, pendant la période d'arrêt en hiver. Ça va coûter moins cher que d'avoir 2 défaillances et demie et remplacer uniquement 2 roulements par défaillance. C'est-à-dire en ce qui concerne le premier problème. Pour le deuxième problème, pour les mêmes données, pour le même coût de main-d'œuvre maintenance, les mêmes horaires d'ouverture, nous allons considérer la situation de 2 compresseurs qui fonctionnent 24 heures sur 24.
Et nous avons une information très importante qui me dit que, elle est où la formation? Un seul compresseur peut assurer la disponibilité en air pendant 24 heures. C'est-à-dire, je peux arrêter un compresseur et quand même garder la même fiabilité de fonctionnement pour 24 heures. L'historique des pannes me fait apparaître que nous avons une défaillance toutes les 2 années. Donc, un lambda annuel égale à 0,5 pour les deux compresseurs. La moyenne des temps de bon fonctionnement, c'est 15 000 heures. C'est la durée de vie prévisionnelle de chaque compresseur. Et la durée d'intervention est égale à 8 heures. La durée d'intervention égale à 8 heures et un compresseur peut assurer la disponibilité pendant 24 heures. Donc, est-ce qu'on aura de temps d'indisponibilité ou indirect? Non, parce que la durée d'intervention, elle est inférieure à 24 heures, qui est la durée où un seul compresseur peut assurer l'air nécessaire. Et nous allons procéder de la même manière que le premier cas. Nous allons calculer le coût annuel d'une intervention corrective, le ratio de disponibilité, le coût d'une intervention préventive. Une intervention préventive, c'est-à-dire quoi dans ce cas? C'est-à-dire changer les deux clapets. Une intervention corrective revient à changer les deux clapets et le clapet, il est acheté à 1400 euros. Et puis, on va calculer le coût annuel de la maintenance préventive systématique, c'est-à-dire on va calculer la fréquence de remplacement, puis diviser le coût d'une intervention par la fréquence de remplacement. Le coût annuel d'une intervention corrective, c'est-à-dire le remplacement d'un clapet, qu'est-ce que ça va me coûter annuellement? Un clapet, il est acheté à 1400 euros et ça nécessite 8 heures d'intervention avec un coût horaire de maintenance, d'intervention maintenance égale à 75. Donc, 1400, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et le coût d'une défaillance, c'est égal à 1400 plus 75 fois 8. Et nous avons 0,5 défaillances par an, donc nous aurons un coût annuel égal à 1000 euros par an. Le ratio de disponibilité, pourquoi il est égal à 1 ici? Pourquoi le ratio de disponibilité il est égal à 1? Parce qu'on n'a pas tout simplement de temps d'arrêt. Tout à l'heure, on a soustrait quoi? On a soustrait les 3 mois d'arrêt. Parce que nous avons décembre, janvier, février comme une période d'arrêt pour le four. Ici, pour les compresseurs, on n'a pas de période d'arrêt. C'est-à-dire le temps effectif de disponibilité, c'est égal au temps d'ouverture. D'accord? C'est pour ça que nous avons un ratio de disponibilité égal à 1 parce que le temps d'ouverture est égal à 12 mois sur 12. Le coût d'une intervention systématique, c'est égal à remplacement d'un clapet de compresseur multiplié par 2 qui est le 2, c'est quoi? Le nombre de quoi? Le nombre de compresseurs. Donc, pour remplacer un compresseur, on va dépenser 1400 plus 75 fois 8. Pour remplacer les deux compresseurs, on va multiplier cette somme-là par 2 et nous n'avons pas de temps d'arrêt parce que, parce qu'un compresseur peut fournir l'air comprimé pour 24 heures et l'intervention ne dépasse pas les 8 heures. Pour la fréquence de remplacement, comme nous avons fait pour le premier cas, nous allons diviser la durée de vie qui est dans ce cas égale à 15 000 heures par le temps d'ouverture qui est dans notre cas égal à 12 sur 12. Donc, on va considérer tout le nombre d'heures totales de l'année à 100% parce qu'on n'a pas de temps d'arrêt. Tout à l'heure, on a multiplié par 9, rappelez-vous. Et là, nous aurons une fréquence de remplacement de 1,7 ans, c'est-à-dire une année. Nous devons remplacer, si on va considérer une intervention préventive systématique, nous avons à remplacer les deux clapets des deux compresseurs toutes les une année, 8 mois et 16 jours.
Le coût d'une intervention préventive systématique égale à 4000 et nous devons effectuer cette opération par une fréquence de une année,7. Donc, le coût annuel d'une intervention est égal à 4000 divisé par 1,7. En comparant, comme nous avons fait tout à l'heure, le coût d'une intervention corrective qui est égal à 1000 heures et le coût d'une intervention préventive qui est égal à 2352 heures. Donc, l'intervention préventive coûte plus que 2 fois plus cher que l'intervention corrective et donc on va adopter pour ce cas de figure une politique de maintenance corrective, c'est-à-dire attendre la défaillance du clapet puis le remplacer et ça va coûter beaucoup moins cher qu'une intervention préventive qui consiste à remplacer les deux clapets toutes les une année, 8 mois et 16 jours. Et là, vous pouvez voir que nous avons les deux cas. Nous pouvons nous trouver dans une situation où, comme vous voyez ici, l'intervention corrective coûte moins cher que l'intervention préventive. Donc, comment on va choisir entre le préventif et le correctif? D'une part, nous devons respecter le fait que le préventif doit constituer 30 à 60% du coût total de maintenance. Et pour affiner cette optimisation, on doit à chaque fois calculer qu'est-ce qui va nous coûter d'adopter une politique de maintenance préventive, qu'est-ce que ça va nous coûter la politique corrective et choisir la moins chère si notre seul critère de choix est le coût. Si on a d'autres critères de choix, on doit bien sûr les prendre en considération, tels que par exemple la durée d'intervention, la période d'intervention ou autre. D'accord? Donc, voilà, j'ai terminé avec la partie sur l'analyse de coûts. Je vous rappelle rapidement ce que nous avons vu pour tout le module. Nous avons, pendant la première séance, module de maintenance industrielle, bien sûr, la première séance, ça a été consacré pour une introduction générale sur les concepts et les enjeux de la maintenance industrielle. La deuxième partie est allée sur 2 séances pendant lesquelles nous avons décrit les défaillances et les méthodologies d'analyse qualitative et quantitative. Et en particulier, nous avons présenté la méthode d'analyse quantitative ABC et son cas particulier de Pareto et l'AMDEC et l'arbre de défaillance. Nous avons passé par la suite à la maintenance productive totale avec les piliers, avec les objectifs, avec toutes les composantes de cette notion-là. Les séances 7 et 8 ont été consacrées pour l'analyse de la fiabilité, maintenabilité et disponibilité qui sont les composants ou les éléments de ce qu'on a appelé la sûreté de fonctionnement. Et nous avons fini les 2 dernières semaines avec une analyse des coûts directs et indirects de tout type de maintenance. Vous avez pour chaque partie les documents de cours et les webinaires partagés sur votre Classroom. Vous avez les TD aussi, les travaux dirigés. Certains sont corrigés, comme la correction, d'autres, si vous avez besoin de la correction, vous pouvez m'envoyer votre travail et je vais revenir vers vous avec une correction si c'est faux. Donc, pour moi, j'ai terminé ce que j'ai à dire. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour passer rapidement à la présentation de vos camarades sur la documentation dans le service maintenance et la troisième partie du cours sera éventuellement pour vos questions.